Bonsoir tout le monde, vendredi 17 avril 2020, nous en sommes au 32e jour de confinement lié à l'épidémie de coronavirus et je continue à vous lire Mon ex, la mort et moi, chapitre 31. On parcourut encore 200 km ce soir-là et le jour, qui ne s'était pas du tout éclairci, avait laissé place à une nuit où des nuages en lambeaux étaient chassés dans le ciel comme des moutons paniqués par la tempête, comme si le vent était un loup invisible. On prit la sortie d'autoroute vers une ville qui nous paraissait suffisamment grande et peu attirante pour être sûr de trouver encore une pension où passer la nuit. J'avais des fourmis dans tout le corps après cette journée en voiture. On entra sur le parking d'une pension devant laquelle un tableau portait l'inscription « Chambre libre ». Le tableau était vert pâle avec une horloge avec une bordure rouge et le logo Coca scintillait en dessous. Et je me demandais pourquoi la craie, quand on écrivait sur un tableau mouillé, paraissait un peu plus claire une fois sèche que lorsqu'on écrivait sur un tableau sec. J'étais incapable de me l'expliquer, et je me sentis triste, car ma vie ne serait plus assez longue pour trouver une réponse à cette question. Et je dressai dans ma tête une liste de choses qui allaient me manquer. 1. La tarte aux pommes du boulanger au coin de la rue. Et je me rendis compte que ça aurait franchement été un très bon souhait pour les 3 dernières minutes que la mort m'avait accordées au départ. 2. Manger une cuillère de granulé de café quand on est vraiment fatigué, et ensuite ne pas savoir pourquoi on est éveillé. À cause de la caféine ou de cette amertume qui nous envahit toute la langue. Et je me dis qu'il y aurait aussi des choses qui me manqueraient, qui n'auraient rien à voir avec la nourriture. 3. Le ketchup. Je ne pourrais plus jamais fanfaronner en expliquant que le ketchup s'appelle ketchup parce qu'il avait été inventé à une époque pour catch up, le goût, quand le basilic, la roquette et le sel assaisonné pour pommes de terre ne poussaient pas à chaque coin de rue. Bon, autre chose que la bouffe maintenant, me dis-je, et je pensais à 4. Les bonbons à l'eucalyptus. Des pas chers, verts, et je m'aperçus que jamais un bonbon à l'eucalyptus n'avait quitté ma bouche sans être croqué. J'avais toujours été un croqueur. Pire que ça, les gens qui avaient la patience pour sucer un bonbon jusqu'au bout m'énervaient prodigieusement. La révolution n'est pas près d'arriver avec des types pareils, me disais-je. Et puis je me rendais compte que j'étais une des personnes les plus léthargiques et égoïstes que je connaissais, et que l'égoïsme et la léthargie n'étaient pas franchement les qualités premières dont on avait besoin pour une révolution. 5. La bière. Ok. Ça avait encore rien à voir avec la nourriture, mais j'étais obligée de parler de la bière. Je me souvenais d'une visite de brasserie dans le Nord, et je n'arrivais tout simplement pas à m'imaginer que des hommes avaient déjà inventé il y a des milliers d'années quelque chose d'aussi compliqué que le brassage de la bière. Et avant toute chose, quel avait été le premier soir où il y avait eu de la première bière? Quand un druide avait dit pour la première fois « Ouais, salut les gars, j'ai fabriqué un truc là, ça a drôle de goût et ça mousse, mais c'est toujours mieux que l'eau croupie qu'on doit siffler tous les jours. » Mais faites gaffe, à partir de la 4e corne, on se met à être sincère et à avoir envie de s'accoupler. Et je me rappelais comme c'était bien avec la mort chez Johnny, et à quel point je trouvais Sophia géniale quand elle était bourrée. Eh bien, toujours dans tes pensées demanda ma mère lorsqu'elle remarqua mon regard vide et songeur. On descendit de la voiture et on leva les yeux. Le ciel a l'air terrifiant, remarqua ma mère, plus sombre que jamais. Les oiseaux blancs dans les arbres se découpaient avec netteté dans le ciel de la nuit, et ils étaient accrochés là, sans un cri, dans le vent, sans broncher ne serait-ce que d'une plume. « Oh, regarde, un mouton !» dit la mort en observant les nuages. « Oh, et une voiture sans toit. Et sur la banquette arrière, il y a quelqu'un avec une écharpe qui flotte en dehors de la voiture. Cette façon que tu as de faire disparaître toute peur en une seule phrase, Morten, super, 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 super !» dit ma mère d'une voix douce. Bien entendu, la porte qui conduisait à la pension était en bois brun clair, avec une traverse. Je passais devant et je ne prêtais volontairement pas attention au petit écriteau qui signalait si on devait tirer ou pousser, parce que j'essayais de me rappeler les règles qui s'appliquaient aux portes des bars. Je poussai la porte, et elle ne s'ouvrit pas. Sophia gueula dans mon dos. « Quand on entre dans un bar, il faut toujours tirer. Entrer, on y arrive toujours, mais pour sortir, il n'y a qu'à s'appuyer contre elle. Tu devrais quand même le savoir, toi. » Parfois, je me dis que mon fils est allé plus souvent dans des bars en 1 mois et demi que dans toute ma vie, pensa ma mère à voix haute. Parce que chez toi aussi, il y a des super bars où on a envie d'aller, hein, dis-je lorsque j'ouvris la porte en l'attirant et que j'étais sûre de me tromper encore la prochaine fois. Parce que chez toi, tu ne vas pas que dans des établissements de renommée internationale, dans le milieu des bars, bien sûr, répliqua Sophia. Ça me rassura que, même confrontée à la mort qui me suivait, j'étais toujours celui sur lequel tout le monde pouvait s'entendre. L'aide-soignant pour personnes âgées, amateur de foot sur lequel on pouvait taper au gré de ses envies. La réception se composait d'un petit comptoir de bois de chêne, et je me réjouissais déjà à l'idée de frapper la sonnette, car c'était un geste qu'on avait vu dans des films, mais qu'on pratiquait rarement au quotidien. Cela fit un clac sourd, le métal du bouton de sonnette ne réagit pas.
Tout ce qu'on entendait était le mécanisme cassé, claquant sur le bois de la sonnette. Ça m'aurait fait plaisir de connaître encore une fois, dans les derniers jours de ma vie, une situation digne d'Hollywood. Mais pourquoi ça devrait changer maintenant après tout? Mais pour cette fois au moins, je voulais prendre en charge moi-même la réalisation. Et je fis ce que font les gens dans les films dès qu'un portier zélé ne se tient pas devant eux au bout de quelques secondes. Clac, 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 frappai-je sur la sonnette. On est au travail ici, on n'est pas en fuite, entendit-on tonner de l'arrière-salle de la réception. Et on vit entrer péniblement un homme imposant, qui avait une moustache plus imposante encore, et qui apparemment ne s'était nourri que de viande grillée, de café noir et de cigarettes pendant une bonne partie de sa vie. La nicotine donnait à sa moustache une teinte jaune sombre. « Nous aimerions passer la nuit ici, dis-je. »« Ah bon, vous ne voulez pas acheter de fleurs? Ça tombe bien, des chambres j'en ai. Des chambres simples sont toutes prises. Les chambres doubles coûtent 49 € la nuit. Les petits déjeuners sont servis de 6 à 9 heures. »« Je prends une chambre avec Sophia, dit ma mère. Comme ça, on se fera encore une belle soirée entre filles. On peut encore vous commander quelque chose à boire? » De la bière, je peux encore vous vendre une bière, dit le patron. De la bière? Mais cher monsieur, nous sommes des dames, nous ne buvons pas de bière, enfin. Je ne pus m'empêcher d'éclater de rire, car Sophia buvait de la bière comme un dieu. On va déjà prendre 2 bières, dit Sophia. Et puis, vous pourrez encore causer un peu tous les deux, nous dit ma mère, à la mort et à moi. Ce que ma mère pouvait adorer tout organiser. Il était 10 heures, et la journée avait été longue. On monta l'escalier de bois qui menait au dernier étage et qui craquait à chacun de nos pas. En haut de l'escalier, l'équipe Saint alla à gauche et l'équipe Mort tourna à droite. « Bonne nuit !» lança ma mère d'un ton enjoué. On ouvrit la porte de notre chambre d'hôtel, et Morte bondit aussitôt sur le lit. En sautant, il appuya sur le bouton marche du téléviseur. L'écran commença à s'allumer au moment précis où la Mort atterrit sur le matelas et soupira profondément. « Ah, la télé !»« Tu as vraiment la pêche, hein ?» demandai-je. « J'ai vraiment la pêche, dit la Mort. Regardez la télé, mon vieux, la télé, ces couleurs, cette rapidité, il y a un film policier? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas passer les derniers jours de ma vie devant la télé. Si ça ne tenait qu'à moi, je passerais chaque seconde qui me reste ici devant la télé. Regarde ça, regarde donc! Il y avait une course-poursuite irréaliste dans une série américaine. La Mort dit « Regarde ça comme nous aujourd'hui. Et ça parle toujours de moi dans vos films. » Une voiture fonça dans une station-service et explosa dans une boule de feu. Moi. Oui, parce que tout le monde a peur de toi. Toutes mes félicitations. La Mort. Et parce que je fais partie de la vie de tout le monde. Moi. Et parce que tu es brutal et imprévisible. La Mort. Et parce que les gens me trouvent passionnant et fascinant. Moi. Oui, aussi fascinant qu'une station-service qui explose. Je préférerais quand même être un champ de fleurs. La Mort. Et pourquoi les gens aiment-ils les champs de fleurs? Moi. Parce que c'est plein de si jolies couleurs. La Mort. Non, parce qu'ils n'ont leur jolie couleur que pendant 4 semaines. Ensuite, ils deviennent jaunes, puis ils sont morts. Sans moi, ce seraient juste des étendues vertes avec des points colorés pour toujours. Je fais de tout ce bazar ici, de tout ce qui est. Je suis la raison pour laquelle vous vous levez le matin. Je suis la peur qui vous fait aimer. Je suis le tic-tac dans votre tête. Tout ce que vous aimez dans la vie ne prend sa forme que grâce à moi. La peur de manquer quelque chose. Qu'est-ce que tu veux manquer, si tu peux toujours le récupérer? La Mort se retourna vers la télé, et le haut de son corps bougeait comme s'il était un passager impliqué dans la course-poursuite. « Bonne route, dis-je. Je vais faire un tour devant la porte. Le frein est à gauche. »« Oui, oui, à tout à l'heure. Je ne dormirai pas, de toute façon, » me lança la Mort, tandis que je partais. Pour les derniers jours de mon existence, je préférais prendre un bol d'air frais plutôt que de regarder des courses-poursuites de voitures avec celui qui était mon bourreau et allait mettre fin à ma vie. Je descendis l'escalier qui grinçait. On entendait de la salle à manger de l'hôtel vrombir la même course-poursuite que la Mort regardait en haut. Je pris une bière dans la salle à manger, je fis noter sur le compte de la chambre, je sortis et l'ouvris contre le coin d'un distributeur de chewing-gum accroché au mur de la pension. La Mort avait probablement raison. Le vent aussi devient vent avant tout grâce aux arbres et aux nuages. C'était d'abord ma peur et mes angoisses qui faisaient de la Mort cet accélérateur étrange qui était couché là-haut et se regardait lui-même à la télé. Qu'est-ce qui s'était passé grâce à la restriction des jours qui me restaient dans ce monde? Ma mère était de bonne humeur? Non, ma mère n'était pas de bonne humeur. Ma mère était heureuse. Elle allait parfaitement bien, et pas dans le sens de « ça va pas trop mal », comme pensent la plupart des gens. Dans une expression anodine, le « parfaitement » avait retrouvé le caractère universel de sa définition. Elle allait parfaitement bien. Parfaitement, dans le sens de « je vais absolument incroyablement fantastiquement bien ». La constellation de notre groupe de voyage la faisait redevenir complètement elle-même. Morten comme mon contre-modèle, l'éventualité d'un nouvel amour entre Sophia et moi, notre voyage tous ensemble, et le fait qu'avoir le permis de conduire l'avait prédestinée à être la conductrice,
ce qui lui donnait la possibilité de se sentir comme la gardienne du troupeau. Elle était le vent, et nous étions les nuages qu'elle soufflait gentiment dans la nature. Une famille l'espace d'un moment, et elle était à la fois le père et la mère. Et si ma mort devait en être le prix, alors le moment était venu où j'étais prêt à le payer. Il n'y avait pas beaucoup de règles dans ma tête. Il y en avait une que je pouvais sûrement plus respecter. Mourir après ma mère. N'était-ce pas ça que j'avais appris ces dernières 48 heures? Que ce n'était pas la somme des jours qui importait, mais la plénitude des sentiments. Je brûlais d'amour pour Sophia, et la mort était l'essence dans le moteur de la bonne humeur de ma mère. Je faisais pour cela un sacrifice. Une bonne vie, qui dure 48 heures, en échange d'une inertie pendant des journées entières, pleine de répétitions bizarrement détachées. C'est un rempart que notre Dieu, c'est un toit de chaume en flammes que notre mort, et nous nous réchauffons les mains devant le feu. Je ne tenais pas à la vie, je voulais seulement ne pas causer de peine, comme un footballeur qui se fiche de son club, mais qui aimerait voir les fans heureux, en liesse. Me retirer comme un homme, cracher au visage de l'autre mort. C'est fini pour aujourd'hui, et je vous dis à demain. Passez une bonne soirée et prenez soin de vous.